Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Rosanne Magadur, je suis chef de projet Impact et Engagement chez Le Bon Coin. On est très heureux de vous accueillir ce soir. C'est un événement qu'on a imaginé dans le cadre du programme Mon Centre-Ville et Mon Centre-Bourg, un incroyable commerce. C'est un programme qu'on soutient depuis 2019 en tant que Le Bon Coin, parce qu'il est le reflet de valeurs qui sont chères pour nous, comme l'engagement auprès des territoires, aussi auprès des professionnels. Il y a beaucoup de professionnels qui utilisent nos services et on a voulu soutenir ce programme parce que pour nous, le numérique peut être vraiment un véritable tremplin pour ces commerces, pour faire connaître leur activité, développer leur commerce. Mais je vais laisser peut-être Bertil expliquer ce qu'est ce programme. Merci Rosanne. Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir d'être avec vous ce soir ici. On a lancé ce projet avec Le Bon Coin, ce projet qui s'appelle Mon Centre-Ville, un incroyable commerce, qu'on a décliné dans un autre projet qui s'appelle Mon Centre-Bourg, un incroyable commerce. On a lancé ce projet en se disant que on voulait s'engager pour les villes moyennes, les villes petites qui souffrent de problèmes de vacances commerciales, qui sont moins attractives parce que dans leur centre-ville, les commerces ferment parfois. Et on s'est dit qu'on pouvait peut-être faire quelque chose en unissant nos forces pour faire émerger d'abord et puis renforcer, rendre plus robustes ces projets de commerce. Et on vient à l'instant, là, ça s'est terminé il y a un quart d'heure, on a fait la finale nationale avec les meilleurs projets des 50 éditions qu'on a organisées depuis 3 ans. On a eu 10 pitchs de projets qui sont splendides, portés par des gens merveilleux, hyper engagés dans leurs projets, extrêmement sincères, impliqués. Il a fallu qu'on en choisisse un. Et cette personne, je pense qu'elle a ému toute la salle. Moi, elle m'a énormément touché. Et je me dis que c'est exactement ce qu'on avait en tête de faire quand on a lancé ça. Et on est extrêmement fiers et très touchés, très émus d'avoir posé à notre très modeste échelle cette petite pierre. Voilà. Et du coup, pour clôturer cette journée, on avait envie de faire un tribunal pour les générations futures sur du coup le commerce de centre-ville est-il obsolète. Et donc voilà, on a des personnes qui vont monter sur scène, nous apporter leur vision. Et à la suite de ce tribunal, une information qui n'est pas des moindres, je pense, il y a un petit cocktail qui vous attendra du coup sur ma droite. Donc voilà, très bon tribunal. Merci. Il y avait le grand café, il y avait des restaurants, il y avait plein de choses partout, il n'y en a plus rien du tout. Ça devient vraiment un truc de vieux. On ne peut même plus s'amuser. Pendant le post-confinement ou le déconfinement, comme on appelle ça aujourd'hui, on a vu 2 phénomènes. D'abord, effectivement, l'explosion de la commande en ligne, du drive alimentaire, de la livraison à domicile. Ce digital n'est pas forcément une fracture nouvelle, mais peut-être un nouveau moyen de connecter des gens, même à l'ultra-local. Les habitants sont très attachés au centre-ville, même si aujourd'hui il est difficilement perceptible. Et lors des conseils de quartier, qu'on réunit régulièrement, on nous pose régulièrement la question du centre-ville, des commerces de proximité de qualité. Dans le même temps, les centres commerciaux se multiplient et dans 85% des cas, ces créations ou ces extensions se font en périphérie. C'est une vraie menace pour les commerçants de centre-ville et donc eux se disent, pour être compétitifs vis-à-vis de ces commerçants-là, j'ai besoin moi d'avoir des places de parking et donc c'est un raisonnement qui fait sens. Mais on peut se dire aussi que ce qui ferait davantage sens pour ces commerçants de centre-ville pour se différencier, c'est justement de jouer sur le produit, la qualité de l'expérience, puisque comparé à une zone qui a été conçue autour de la voiture, ils ne seront jamais aussi compétitifs en termes de voitures. Pour faire baisser le nombre de commerces inoccupés, la mairie a mis les moyens. Elle est prête à acheter les fonds de commerce vacants et met toute son énergie pour leur trouver un repreneur. Aujourd'hui, on est assez optimiste parce qu'il y a une envie de retour en centre-ville de la part des consommateurs, du commerce de proximité, de la convivialité. Le programme Mon Centre-Bourg, un incroyable commerce, c'est un programme opérationnel qui a pour objectif la redynamisation du centre-ville via l'installation de nouveaux commerçants, mais aussi l'implication des commerçants qui sont déjà en place en centre-ville. Le commerce de plateforme prédateur, celui d'Amazon, dont les pratiques fiscales, sociales et environnementales sont
décrié, eh bien, ne constitue pas un avenir souhaitable. Et de ce point de vue-là, je pense que les librairies indépendantes, les commerces indépendants en général, ont un avenir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette audience du tribunal pour les générations futures. Vous allez vite vous en rendre compte, ce tribunal est une juridiction un peu particulière. Ici, pas de plaignants, de parties civiles ou de victimes, pour la bonne et simple raison que ces dernières ne sont pas encore nées. Au tribunal pour les générations futures, les questions débattues le sont dans l'intérêt de nos descendants et descendantes. C'est donc dans l'espoir de leur offrir un avenir meilleur que nous allons juger aujourd'hui de l'affaire suivante. Le commerce de centre-ville est-il obsolète ? À mes côtés pour en débattre, Charlotte de Cocker, procureure de la République, qui défendra le oui. Et maître Louis Spino, avocat de la défense, qui défendra le non. Sans oublier Tommy Dessine, notre greffier, qui s'assurera de trouver les mots et les dessins pour mettre le débat en perspective et vous faire sourire de temps en temps. Vous pouvez les applaudir. Défense, accusation, greffier, il ne nous manque plus qu'un jury. Il aura la lourde tâche, à l'issue de la séance, de prononcer un verdict. Et ce jury, c'est vous, cher public. À la fin des débats, vous serez appelés à vous prononcer dans l'intérêt des générations futures. Soyez donc attentifs et préparez votre esprit critique. Le futur compte sur vous. Avant de laisser la parole à nos témoins, prenons d'abord un instant pour rappeler les faits. Selon un sondage réalisé par l'IFOP, 87% des Français considèrent qu'habiter dans une ville de taille moyenne est préférable au fait d'habiter dans une grande métropole. Un chiffre qui s'explique par l'envie d'une qualité de vie supérieure et d'un air plus respirable, aussi bien du côté des jeunes que des personnes âgées. À l'heure des crises successives, aussi bien politiques qu'écologiques, et avec l'essor du télétravail, la tendance est à la consommation locale. Cependant, et dans le même temps, l'explosion du e-commerce et l'émergence des nouveaux acteurs de la livraison ultra rapide menacent le maintien et l'essor des petits commerces. En parallèle, les centres commerciaux et les chaînes de grande distribution fleurissent depuis plusieurs années et viennent concurrencer les petits commerces qui ne peuvent pas proposer des prix aussi attractifs. Et ces chaînes de grande distribution viennent également s'implanter dans les centres-villes. Alors voilà que tout cela est bien paradoxal. D'un côté, les clients veulent acheter plus responsable, plus local, et de l'autre, ils deviennent plus exigeants et ont du mal à refuser ce qui peut leur apporter un plus grand confort de vie. Le e-commerce, l'implantation des grandes chaînes de distribution, la transition écologique qui ont façonné un nouveau paysage urbain nous obligent à repenser notre définition du centre-ville. Alors on pourrait se le demander franchement. Notre ère signe-t-elle la fin de la baguette sous le bras, du panier d'osier rempli de légumes et la bise de loin à notre poissonnier préféré ? Et d'ailleurs, en parlant de notre poissonnier préféré, derrière le commerce de centre-ville, les habitants sont à la recherche d'échanges, de contacts et de liens sociaux, ce qu'ils ne retrouvent pas dans la dynamique des grandes distributions. Vincent Chabot, sociologue et auteur de l'éloge du magasin, le confirme. La grande distribution et la galerie marchande ne font plus rêver les consommateurs et n'incarnent plus la diversité commerciale. La concurrence au petit commerce est-elle en train de détruire le commerce de proximité ? Peut-on prétendre à de nouveaux modèles durables ? En somme, le commerce de centre-ville est-il devenu obsolète ? Pour y répondre, je déclare ouverte cette audience du tribunal pour les générations futures. Et pour vous permettre de vous forger une opinion éclairée, nous allons appeler plusieurs témoins qui sont déjà présents sur scène. Vous pouvez donc les applaudir. Et avant de vous laisser les auditionner, maître, madame la procureure, je vous laisse en quelques mots nous dire la ligne qui sera la vôtre aujourd'hui. Madame la procureure, la parole est à vous. Eh bien, Madame la Présidente, je pense qu'il faut se rendre à l'évidence. Que voyez-vous lorsque vous parcourez les rues de Valenciennes, de Brive-la-Gaillarde ou encore d'Angers ? Des panneaux cessation d'activité, commerce à remettre, à louer. Le commerce de centre-ville ne correspond plus aux attentes ni aux habitudes de vie des consommateurs, tout en étant beaucoup plus cher que la grande distribution et que le commerce en ligne. Il ne correspond plus non plus aux attentes des travailleurs qui rêvent de tout sauf de devoir assumer les charges d'un commerce. L'équation est simple, en l'état actuel des choses, le commerce de centre-ville est obsolète. Bon, maître, c'est à votre tour. Madame la Présidente, je serai un petit peu plus bref que ma consoeur. Tout simplement Parce que vous n'avez pas beaucoup de choses à dire, monsieur l'avocat ? Parce que le commerce de centre-ville est à peu près aussi obsolète que l'est la brosse à dents et que par conséquent, je m'attacherai à démontrer
que vouloir lui trouver une alternative, c'est une lubie d'ingénieur désœuvré. Bien, belle ambiance, merci. Tout le monde est bien installé, les auditions vont pouvoir donc commencer. Madame la procureure, monsieur l'avocat de la défense, vous bénéficiez de 5 minutes chacun avec votre témoin. Je ne manquerai pas de vous le rappeler si vous abusez de ma patience. J'appelle donc à la barre notre premier témoin, Madame Guénaël-Gaud. Madame Guénaël-Gaud, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre convocation aujourd'hui. Pouvez-vous décliner votre identité et les raisons de votre présence ici ? Alors, Guénaël-Gaud, je suis directrice générale de l'Obsoco, l'Observatoire Société et Consommation. Merci. Vous allez être interrogé par la procureure puis par l'avocat. Mais avant cela, pouvez-vous jurer de vous exprimer aujourd'hui dans l'intérêt des générations futures ? Levez la main et dites « je le jure ». Je le jure. Merci. Madame la procureure, le témoin est à vous. Vous avez 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Je vois que vous avez été très optimiste sur mes dimensions corporelles. Merci beaucoup. Madame Gaud, bonsoir. Bonsoir. On a assisté ces 20 dernières années à une lente désertification des commerces de centre-ville, d'abord au profit des centres commerciaux, de périphérie, puis au profit du commerce en ligne. Alors, évidemment, ça s'est accéléré avec le Covid. On peut accuser la concurrence, on peut accuser la pandémie, mais est-ce que les Français n'en ont pas tout simplement marre de faire leurs courses en centre-ville ? Alors, vous avez raison, le commerce de proximité, le petit commerce indépendant a beaucoup souffert, a été la victime en fait de la révolution commerciale des 30 Glorieuses, on peut le dire. Néanmoins, en fait, ce qu'on observe depuis plus récemment, c'est qu'il retrouve un nouvel élan. Et on le voit dans les chiffres de l'INSEE, par exemple, en fait, les chiffres d'affaires des petits commerces indépendants, avec aussi des néo-commerçants qui apparaissent, alors des petites épiceries, des cavistes, des libraires, et tout ça, en fait, montre justement cet élan un peu renouvelé du commerce de proximité, et qui n'est pas, en fait, ce qu'on voit dans nos études, c'est que c'est pas, ça se substitue pas au numérique. Au contraire, en fait, la pandémie a même activé ce désir de proximité. Et le numérique, on le voit, en fait, ce qui se dessine, c'est un flux de commerce plus fonctionnel qui va tendre de plus en plus vers le digital, et puis un flux de commerce plus relationnel, plus patrimonial, plus gastronomique, qui, lui, est bien dépendant des commerces de proximité. Et est-ce que dans les rapports de l'INSEE, on explique aussi comment on accède au centre-ville en voiture ou pas ? Alors, sur les villes, alors effectivement, c'est plus compliqué. Hein. Le modèle, celui dont je vous parlais là, le modèle des 30 Glorieuses, c'était le modèle pavillon, voiture, supermarché. Mais c'est bien celui qui est un petit peu en question aujourd'hui. Alors, après avoir porté au plus haut le dynamisme et l'attractivité des grandes métropoles, l'État se penche sur les villes moyennes avec son plan Action Cœur de Ville. Mais n'oubliez pas que la ville moyenne est éclatée, qu'elle a besoin d'un réseau, de complémentarité. Ne pensez-vous pas qu'en concentrant les efforts sur les centres, on risque d'aggraver les disparités en attirant les plus riches et en laissant pour compte les populations moins aisées ? Finalement, n'est-ce pas le centre-ville lui-même en tant qu'unité urbaine qui est obsolète ? N'est-ce pas le modèle traditionnel ville-périphérie qui est complètement dépassé ? Alors là, il y a plusieurs choses. Je pense que c'est vrai que les grandes métropoles ont eu les moyens de se renouveler, mais en fait, et contrairement à ce qu'on pense souvent, l'État a beaucoup investi dans le périurbain, en fait, et dans l'accession à la propriété sur ces territoires. Et dans ce modèle dont on parlait, justement, pavillon, voiture et supermarché. Et il y a quand même toutes ces villes qui se sont dévitalisées, et ces centres-villes qui sont dévitalisés. C'est quand même un Français sur 5 qui habite dans ces villes. Et donc, je pense que l'intérêt de ces programmes, c'est justement de ne pas laisser des territoires complètement dévitalisés, d'autant que, comme le disait Madame la Présidente au tout début en ouverture, il y a un désir de la part de... en fait, c'est plutôt les habitants des grandes métropoles les grandes métropoles perdent progressivement des habitants. Et le télétravail a aussi accentué un certain nombre de désirs de se retrouver dans ces villes moyennes. Donc non seulement on ne peut pas dévitaliser des territoires, mais en plus, c'est une aspiration d'un certain nombre d'habitants que d'y habiter. Et ils ont besoin d'aménités, ils ont envie de retrouver en fait l'accès à tout ce qu'ils avaient dans les métropoles. Oui, on sait aussi qu'ils ont cette envie, mais que quand ils se retrouvent dans ces villes moyennes, ils déchantent souvent. Parce que justement, il manque des aménités qu'ils retrouvaient dans les métropoles. Alors,
Vous le disiez, hein, il y a une demande de plus en plus forte pour consommer local, de saison, bio, mais aussi d'avoir une relation personnalisée avec le commerçant. Il n'y a pas encore si longtemps, pour trouver ce genre de produits et d'expérience, il fallait se rendre dans un petit commerce de proximité. Mais vous qui conseillez aussi les grands acteurs économiques, Gwenaëlle Gault, est-ce que vous ne pensez pas que la grande distribution a bien compris ses besoins et va, à la place du petit commerce, durablement s'appliquer à les combler? Je pense aux Franprix ici qui se sont complètement transformés, au Monoprix aussi. Désormais, il y a un corner café, du jus de fruits frais. Est-ce que la grande distribution ne va pas s'attacher à combler ce besoin de proximité? C'est vrai que la grande distribution, c'est très bien aussi se réinventer. Et on a vu, et là maintenant, je crois que c'est environ 10 000 en fait, petites surfaces de proximité dans les villes, les Franprix dont vous parliez, mais d'autres encore. Et qui parcellise, comme le dit d'ailleurs aussi Vincent Chabot, en fait, ce modèle de la grande distribution qui devient moins grande, en fait, grande distribution, mais avec des petits formats. Après, c'est vrai que là où la grande distribution a plus de mal, c'est dans tout l'aspect plus serviciel que procurent les petits commerces. Là, c'est plus balbutiant. Donc il y a la fonctionnalité, la proximité fonctionnelle, c'est-à-dire se mettre au plus près. Une proximité aussi qui va s'assortir de drive piétons ou même parfois de personal shopper ou des choses comme ça. Mais quand même, c'est la dimension fonctionnelle, disons relationnelle, elle n'est pas encore là. C'est plus difficile pour ce modèle-là de s'adapter à ça. Merci. Gwenaëlle Gault, je n'ai plus de questions. Madame la Présidente. C'est parfait, merci beaucoup. Madame la procureure, le témoin est maintenant à la défense. Je vous remercie, Madame la Présidente. Oh. Madame Gault, bonsoir. Monsieur. Est-ce que vous accepteriez que vous et moi, on remette un petit peu d'ordre, de clarté dans tout ce débat? Faisons. Fantastique. Si. Premièrement, dans nos esprits métropolitains, je pense que tout le monde ici a un esprit à peu près métropolitain, quand on entend petit commerce, quand on entend commerce de centre-ville, quand on entend commerce de proximité, on fait une grande bouillie conceptuelle qui prend la forme d'une petite boulangerie à devantures jaunes, comme dans le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Est-ce que vous pourriez en fait nous expliquer qu'on est face là à trois univers quand même bien distincts? Alors, effectivement, c'est important, vous avez raison, de définir. C'est-à-dire qu'il y a des questions de taille, des questions de format, des questions de statut, indépendant ou pas indépendant, des questions aussi plus fonctionnelles, de territoire, est-ce qu'on est dans les centres, etc., des questions de valeur, proximité, ça se déplie. En fait, on peut être un commerce de proximité, mais dans le rural. D'ailleurs, les commerces de proximité ruraux fonctionnent très bien. On peut être un commerce, un petit commerce de centre-ville, mais dépendant d'une grande chaîne de distribution. On en parlait. Donc, effectivement, quand on parle de commerce, en fait, il y a ces notions-là. Il faut bien distinguer. En fait, ça peut se recouper, mais pas que. Très bien. Deuxième éclaircissement. Quand on accuse le commerce de centre-ville d'être obsolète, est-ce que c'est vraiment le commerce qu'on accuse d'être obsolète? Alors, vous voulez dire que ce serait plutôt centre-ville? Je ne veux rien dire, c'est vous qui dites. C'est vrai qu'on est aussi en pleine interrogation aujourd'hui. On est dans un modèle qui pivote. On parlait tout à l'heure du modèle des 30 Glorieuses, qui est le modèle un peu moderne, celui du XXe siècle. On sait qu'on a une grande transition à effectuer devant nous. Et ce qu'on voit, en fait, cette ville moderne du XXe siècle, elle a été conçue de manière très fonctionnelle. C'est-à-dire, oui, il y avait un centre, souvent historique, vous aviez le quartier des affaires, vous aviez le quartier résidentiel, l'endroit où on allait faire ses courses, alors soit dans le quartier historique, soit effectivement dans les grands centres commerciaux aux abords des villes. Et ça, c'était très fonctionnel. Et ce qu'on voit bien, ce dont on entend parler pour la transition qu'on a effectuée, c'est de la ville du quart d'heure, de la ville marchable, d'un certain nombre de choses comme ça, qui font que ce centre-ville, en fait, névralgique, avec tout plein de centres concentriques, en fait, c'est certainement pas, effectivement, le modèle à venir. C'est-à-dire il y aura plutôt plusieurs centres, une multipolarité, et donc sans doute des commerces aussi qui vont s'adapter à cette multipolarité. Parce que si on enlève la voiture de la ville d'aujourd'hui, en fait, elle n'est pas circulable. Non. Troisième éclaircissement, je vous remercie. Est-ce que le mot de commerce qu'on emploie là, est-ce qu'il recouvre finalement pas un champ plus large que la simple notion d'achat, de vente? Si, d'ailleurs...
étymologiquement, en fait, il y avait un peu deux dimensions au mot commerce. C'est-à-dire, il y avait effectivement le côté négoce, c'est-à-dire on échange des biens et des services, mais il y avait aussi le côté on échange relationnel, en fait. Quelqu'un qui est avec qui on commerce, enfin, quelqu'un qui est de bon commerce ou de commerce agréable, c'était quelqu'un avec qui on a une bonne relation. Même commerce, ça pouvait même être des échanges encore plus affinitaires. Enfin, oui, on verra ça dans un autre procès. Mais tout ça pour dire qu'il y avait ces deux dimensions. Une dimension plutôt effectivement négoce et une dimension relationnelle. Et c'est vrai que là, on centre souvent sur le côté négoce, mais justement ce qu'ont revisité les Français pendant la crise sanitaire, c'était le côté relationnel, c'était ce côté social, là, l'utilité sociale du commerce. Il suffit d'ailleurs, dans cette utilité sociale, le commerce fait aussi la ville, la rue, l'espace public. Si vous êtes une femme en fin d'après-midi quand la nuit tombe, vous allez prendre une rue commerçante, pas une rue où il n'y a pas de commerce. Parce que c'est des externalités aussi négatives du commerce, ça participe aussi à ça. Mais justement, ces éléments étant posés, est-ce que vous pourriez expliquer aux jurés, mais aussi peut-être à l'accusation qui fait semblant de ne pas nous écouter, qu'au-delà de leur localisation géographique, finalement, l'existence de commerce au sens large, donc les deux que vous venez d'évoquer, commun aux habitants d'une ville, c'est tout simplement souhaitable. Oui, alors je pense justement, pour parler pour les générations futures, que effectivement c'est souhaitable, c'est essentiel même à la cohésion sociale. Après, qu'on redéfinisse la façon de commercer, ok, mais effectivement ces commerces-là sont essentiels à la cohésion sociale, à la construction d'un espace public, à l'animation de ce qui fait une commune, puisqu'on parlait du commun. J'ai terminé, Madame la Présidente. Merci, Maître. Merci, Madame Go. Merci, Madame Go. Vous pouvez vous rasseoir. Merci, Madame la Présidente. J'appelle maintenant à la barre. J'appelle maintenant à la barre notre second témoin, Monsieur Vincent Chauvet. Monsieur Chauvet, bonjour. Bonjour, Madame la Présidente. Merci d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Pouvez-vous décliner votre identité et les raisons de votre présence ici aujourd'hui ? Vincent Chauvet, maire d'Autun, commune qui a participé à mon centre-ville Un incroyable commerce, et c'est pour ça que je réponds favorablement à toutes les invitations et convocations qui peuvent nous être exercées dans ce cadre et par la suite. Merci bien. Avant que je ne vous confie aux griffes du procureur et de l'avocat, pouvez-vous jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures ? Je le jure. Merci. Madame la procureure, le témoin est à vous. Merci, Madame la Présidente. Tiens, c'est joli cette écharpe. C'est quoi, c'est de l'hermine tachetée ? Mais c'est pas pour ça que j'irai de votre côté. D'accord. En tout cas, c'est très joli. Merci. Monsieur Chauvet, bonsoir. Bonsoir, Madame la procureure. Monsieur le maire, est-ce que vous partagez dans votre ville d'Autun, mais peut-être aussi ailleurs, ce constat de l'obsolescence de certains commerces de centre-ville ? Alors effectivement, il est évident qu'un certain nombre de commerces qui arrivent au bout de 30, 40 ans d'existence, sans avoir forcément beaucoup changé, ni en termes de présentation, ni en termes de localisation, ni parfois en termes de propriétaires, ne répondent plus nécessairement à des besoins, et que quand on a un loyer qui est amorti ou qu'on est propriétaire soi-même, quand on a finalement réussi sa vie et qu'on a de l'argent de côté, et que le commerce, l'activité de vente n'est plus qu'un passe-temps avant la retraite, on peut se dire que on n'est pas dans les entrepreneurs qui font les concepts de demain. Donc dans certains cas, effectivement, et c'est souvent d'ailleurs les cas qui ne retrouvent pas preneur, parce que avec le niveau de loyer, se lancer, s'endetter, reprendre un concept, travailler dans des conditions qui étaient celles d'il y a 30 ou 40 ans, ça n'attire plus les nouveaux commerçants. Alors justement, pour lutter contre ça, il y a des aides qui sont proposées dans certaines villes et certainement dans la vôtre aussi aux petits commerces. Est-ce que ces aides ne montrent pas justement à quel point le modèle économique de ces nouveaux commerçants, tout nouveaux qu'ils fussent, est très fragile, et notamment dans un monde ponctué, on le sait, de crise et d'incertitude? Les petits commerces ne survivent-ils que parce qu'ils sont sous perfusion économique ? Alors,
Il y a d'une part un pan important de notre économie, notamment depuis 2 ou 3 ans, qui a vécu sous perfusion. Et moi qui suis un maire de tendance libérale, je suis plutôt pour que l'activité économique se déploie sans tuteur et librement dans la concurrence et la recherche par chacun de son profit. Simplement, il y a aussi des incohérences de marché. Et quand on veut se lancer, quand on est un nouveau commerçant, un jeune commerçant, quand on veut lancer un concept, finalement, il y a là un rôle pour la puissance publique de faire ce que nous faisons notamment à Autun, c'est-à-dire des pépinières commerciales, parfois appelées boutiques à l'essai, où eh bien, la mairie, la commune, parfois la communauté de communes, va venir combler ces manques du marché ou ces imperfections en prenant à bail un local, et donc en assurant au propriétaire un loyer régulier qui sera payé par la commune, par la collectivité, et en sous-louant finalement un tarif inférieur, un loyer inférieur à des commerçants pour qu'ils se lancent et qu'ils n'aient pas le risque de partir trop longtemps avec un loyer trop élevé sans savoir si leur activité va trouver son public, sa clientèle, et avoir un certain temps d'adaptation avant qu'on laisse finalement le propriétaire privé et l'entrepreneur se mettre d'accord. Donc là, il y a un vrai intérêt à intervenir pour les collectivités. Néanmoins, c'est vrai que finalement, doit-on intervenir pour tous les commerces qui se lancent ? Et n'est-ce pas un effet d'aubaine ou d'opportunité pour un certain nombre de petits commerces qui ne survivraient pas avec un loyer de marché ? On voit, notamment sur la ville d'Autun, mais dans d'autres villes, que néanmoins ce modèle fonctionne assez bien et que si on a une déperdition, on a souvent, mais ça suppose de sélectionner avant effectivement les commerçants, mais on a souvent des commerces qui, ayant été aidés aussi dans les zones de revitalisation rurale ou d'autres dispositifs par des aides fiscales, finalement arrivent ensuite à voler de leurs propres ailes. Donc c'est au cas par cas, mais néanmoins il y a au moins au début un intérêt à perfuser ces nouveaux concepts. Alors, il y a le versant économique dont on vient de parler, mais qu'en est-il du versant humain ? On connaît tous ces histoires d'anciens consultants parisiens qui vont ouvrir leur boulangerie bio dans une petite ville de province. J'ai moi-même une ancienne collègue parisienne qui a ouvert sa pâtisserie à Montpellier. Elle a fait ça pendant 4 ans. Elle a eu des prix partout, de la CCI, etc. Mais elle a arrêté parce que juste, en fait, elle n'en peut plus. Et elle se rend compte que parmi tous ces 35 quarantenaires qui ont lancé leur petit commerce, ils sont extrêmement nombreux dans cette situation-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez aussi ? Alors, effectivement, on les connaît, les cadres parisiens qui viennent lancer des boulangeries en province. De même que dans les métiers d'art, qui font aussi une partie du commerce centre-ville, il y a une grande partie de reconversion, qui ont des valeurs, qui ont des parcours de vie, qui ont des façons de travailler différentes de ceux qui ont fait une formation initiale dans la boulangerie ou dans l'ébénisterie, par exemple. Néanmoins, il est toujours intéressant que des urbains viennent dans nos petites villes, et c'est un phénomène qu'on voit, accéléré par le Covid, parce que je ne pense pas que le Covid a déclenché, mais simplement a accéléré des transformations qui étaient déjà en cours. Ensuite, je crois que c'est une tendance de fond dans la société, que ce soit dans les grandes villes, les villes moyennes ou les petites villes, que chacun recherche un équilibre entre vie familiale et vie professionnelle. C'est la raison d'ailleurs de la crise aujourd'hui du monde de l'hôpital, par exemple, ou d'autres professions. Et la profession de commerçant, notamment de boulanger, de pâtissier, est extrêmement prenante. Et la profession de commerçant, qui est autonome, qui est indépendant, qui est son propre patron, qui fait des horaires souvent très étendus, parfois des journées continues, qui est finalement, quand on est dans des petites boutiques avec un salarié ou même 100 salariés, on voit que l'arbitrage vie privée, vie professionnelle n'incite pas forcément des jeunes à s'installer ou à reprendre, et décourage parfois des nouveaux commerçants à persévérer dans leur passion, mais qui se trouvent au bout d'un certain temps à avoir plus de défauts que d'avantages. Et en tant que client, maintenant, Madame Go nous le disait, lorsqu'on fait ses courses en magasin, on cherche avant tout une expérience particulière qui a à voir avec la proximité, le lien social. Mais cette expérience du lien social, est-ce qu'on ne peut pas l'avoir ailleurs que dans un petit commerce ?
dans les cafés, dans les lieux culturels, par exemple, dans l'espace public aussi. Absolument, je crois qu'il y a la nécessité d'avoir des lieux de convivialité. D'ailleurs, certaines études que nous avions faites sur le centre-ville montraient qu'on était un peu sous-doté en café et en restaurant. Néanmoins, Autun, c'est une ville romaine, Auguste du Num, fondée par Auguste. Nous avons historiquement un forum. Je crois que cette notion de forum est assez fortement ancrée dans l'identité française, notamment dans nos petites villes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait forum? Si c'est la place du marché, si c'est la place centrale, si ce sont les rues piétonnes, tant mieux. Malheureusement, aujourd'hui, c'est plutôt l'hypermarché où tout le monde se retrouve et où on va faire sa sortie, notamment pour les personnes âgées. Dans un certain nombre de petites villes, dont la ville dont je suis maire, une personne sur deux est à la retraite. Et donc voilà la population que nous avons, et c'est des gens qui vont pour rencontrer. Une personne sur deux vit seule aussi, c'est pas toujours les mêmes, mais une personne sur deux vit seule. Le taux moyen d'occupation de logement est de 1,2 à 1,3. Et donc les gens sortent pour rencontrer, et finalement quel est le point focal? Si on arrive à le faire en centre-ville, ça doit être peut-être l'objectif pour les générations futures, que les nouveaux futurs retraités, on ne sait pas trop à quel âge ils partiront à la retraite, mais en tout cas puissent se retrouver en centre-ville. Mais aujourd'hui, on a néanmoins, dans un certain nombre de villes moyennes et de villes petites, des points de focalisation qui sont autour des galeries commerçantes et des hypermarchés. Eh bien, je crois que c'est très clair. Merci, monsieur le maire. Madame la présidente, j'en ai fini avec ce témoin. Merci, madame la procureure. Maître, le témoin est à vous. Madame la présidente, c'est moi ou madame la procureure a dit « j'ai rien contre le petit commerce, j'ai une amie commerçante ». J'ai entendu, oui, qu'elle avait une amie commerçante. C'est glissant comme terrain argumentaire, je me permets de le faire remarquer. Monsieur le maire. Maître. Monsieur le maire, les mêmes grincheuses et grincheux qui professent aujourd'hui la déréliction de nos rues commerçantes prédisaient hier la fin des villes moyennes. Or, qu'en est-il des villes moyennes aujourd'hui ? Alors, d'une part, en matière démographique ou d'aménagement du territoire, ceux qui ont prédit pendant longtemps se sont lourdement trompés. Et aujourd'hui, on a moins une crise du logement, une crise du sens, une crise du pouvoir d'achat qu'une crise de l'aménagement du territoire. 2,3 millions de logements sociaux vacants, et la ville d'Autun va en détruire 171 cette année. On a des taux de vacances dans le commerce, mais aussi dans le logement, qui sont très importants dans certaines parties du territoire, quand dans d'autres, les baux ou les fonds de commerce se vendent à prix d'or. Aujourd'hui, et ça fait simplement depuis 2 ou 3 ans qu'on retrouve des ventes de fonds de commerce. J'entendais tout à l'heure dans le reportage un maire qui rachetait le fonds de commerce de locaux vacants. J'espère qu'il ne se faisait pas arnaquer, parce qu'un local vacant, le fonds de commerce, il vaut 0. Et qu'aujourd'hui, même sur des commerces occupés, quand vous avez un taux de vacances important, votre fonds de commerce, il vaut 0. Vous ne cédez pas votre affaire, puisqu'on peut s'installer gratuitement dans un local vacant. Donc, sur les villes moyennes, elles ont historiquement maillé le territoire. Aujourd'hui, on a eu une très forte métropolisation du territoire autour de capitales régionales ou de villes supérieures à 100 000 habitants. Effectivement, aujourd'hui, c'est la ville moyenne, autour de 40 000, qui semble être la solution. Les villes petites, autour de 10 ou 20 000, peuvent aussi tirer leur épingle du jeu. Elles existent, elles maillent, il y a un certain nombre d'habitants y habitent, mais surtout, elles tiennent tout l'arrière-pays, tout le rural autour, tout l'interland qui va dans la ville pour aller à l'hôpital, aller chez le médecin, faire ses courses. Et donc, elles ont ce rôle indispensable qui ne se limite pas. Si je voulais prendre un exemple, Autun, c'est 30% de la ville qui gonfle en journée parce que des travailleurs et des gens viennent trouver des services à cet endroit-là. Et donc, elles ont une utilité, elles sont en train de retrouver un attrait avec certaines politiques gouvernementales, que ce soit Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, ou la démétropolisation de certains services. Nous aurons à Autun 40 fonctionnaires de Bercy qui vont venir s'installer à partir de septembre. Mais elles sont néanmoins en crise avec, pour certaines d'entre elles, une perte de population qui n'est pas liée, j'en terminerai par là, Maître, à une perte d'attractivité, qui est liée à un solde naturel très défavorable. On a à Autun, par exemple, 2 décès pour une naissance, et donc une différence entre les décès et naissances, un solde naturel qui est d'environ 100 à 150 par an. Donc les gens ne partent pas à l'extérieur, ils partent vers le cimetière, et c'est bien le solde entrée-sortie qui fait que nous maintenons et même que nous gagnons de la population. Mais aujourd'hui, beaucoup de petites villes ou de villes moyennes sont en difficulté parce que c'est presque un département sur 2 qui perd de la population.
Mon département perd de la population. La région Bourgogne-Franche-Comté dans son ensemble perd de la population. Et donc, c'est un enjeu démographique. Et moins d'habitants, c'est moins de clients, c'est moins de commerce. Vous aviez prévenu, monsieur le greffier, que vous alliez nous parler de cimetière, là? C'est fantastique. Non, mais il y a un vrai talent de dessinateur. Qu'il est fort. Madame la Présidente, est-ce que je pourrais avoir ma pièce à conviction, s'il vous plaît? Oui. Pièce à conviction demandée. Ah, fantastique. Ça, c'est une scène qu'il y a quelques mois, on a vu dans bon nombre de villes de France et qui pourrait se répéter dans les années à venir avec, que sais-je, la FNAC, par exemple, à moins que vous achetiez beaucoup de petits overboards. Qu'est-ce qui est réellement obsolète ici? Est-ce que c'est le fait de faire du commerce dans un centre-ville, ou est-ce que c'est une certaine manière de faire du commerce dans le centre-ville? Je pense que sur cette affaire, il y a deux choses. D'une part, il y a une escroquerie qui est en train d'être jugée. L'affaire d'un autre tribunal. Et d'autre part, il y aurait pu y avoir d'autres solutions qu'une fermeture. Moi, j'ai plaidé, y compris au plus haut niveau de l'État, sur le fait que ces magasins qui se trouvaient partout, dans toutes les petites villes, parfois en 2 exemplaires, dans certains centres-villes, finalement, leur fermeture brutale et soudaine a été complètement antagoniste des efforts de l'État, notamment du programme Action Cœur de Ville, pour redynamiser les commerces et les rues piétonnes des villes petites et moyennes. Et donc quand on a, je reparlais d'imperfection de marché, mais quand on a finalement un acteur privé qui, par ses actions, crée des externalités négatives, c'est là aussi où la puissance publique peut arriver. Et même si Arnaud Montebourg est originaire d'Autun et était président du conseil départemental de Saône-et-Loire, ce n'est pas vraiment ma philosophie politique, mais moi j'aurais été pas opposé à ce qu'il y ait une nationalisation temporaire de Camaïeu, le temps de retrouver des patrons plus honnêtes et de relancer un business qui peut marcher. Après, il y a effectivement... Non, ça c'est un argument de campagne, j'ai l'impression. C'est la première partie de ma réponse. La deuxième partie, c'est que finalement, quel est le rôle des chaînes et des grandes enseignes en centre-ville? Ça peut être des locomotives, et souvent Camaïeu a été la locomotive de rue piétonne. Mais on peut se dire aussi, si le commerce de centre-ville est obsolète, est-ce le modèle d'aujourd'hui qui est obsolète? Et finalement, la solution n'est-elle pas de revenir au commerce de centre-ville d'hier, où on avait des artisans, commerçants, des gens qui fabriquaient et qui vendaient, notamment dans les métiers d'art, notamment dans un certain nombre d'autres productions, qui pouvaient justement être uniques, qui pouvaient véhiculer aussi une valeur, un sentiment d'attachement. Nous, dans l'ancienne boutique Camaïeu, juste à côté, mais on va aussi l'étendre parce que ça marche très bien, on a fait un nouveau concept, je vous le donne gratuitement et vous pouvez le dupliquer chez vous. C'est sympa. La boutique du savoir-faire local, premier employeur de la ville, DIM, qui vend des sous-vêtements plutôt féminins, mais aussi des chaussettes pour hommes. Mais c'est surtout des culottes et des soutiens-gorge. Tolix, qui fait des chaises, et je crois que j'en ai vu quelques-unes ici au siège du Bon Coin. Et puis Nera, qui fait des parapluies faits à la main. Eh bien, nous avons fait ces magasins, enfin ces entreprises avaient des magasins d'usine. Nous avons rassemblé ces 3 producteurs dans un magasin de centre-ville, avec l'intervention de la mairie sur le vendeur. Et donc, nous avons fait une boutique du savoir-faire local. Maintenant, nous avons même Nexans qui vend des câbles électriques, des leaders mondiaux du câble électrique, qui vend des rallonges. C'est un peu moins sexy, mais les gens viennent parce que finalement, c'est produit localement. Ce n'est pas produit dans l'arrière-boutique, mais quasiment. Les métiers à tisser sont à 200 mètres pour DIM. Les fers à souder sont à 300 mètres pour Tolix. Et donc, on arrive, je pense, à retrouver un modèle où on a des producteurs. Et la personne qui avait gagné Mon Centre-Ville, un incroyable commerce, la première édition à Autun, Chanvrel, faisait des produits en chanvre qu'elle fabriquait dans l'arrière-boutique et qu'elle vendait ensuite devant. Je pense que cet ancien modèle était peut-être le modèle actuel, était peut-être le modèle pertinent, et que le modèle actuel qui a dérivé, où au final, des gens allaient acheter en gros et revendre au détail, c'est-à-dire le commerce de base, où finalement étaient des employés d'une chaîne, peut-être que ce modèle-là arrive à son terme et qu'il faut davantage revenir à l'artisan producteur, commerçant qu'ont connu nos petites villes et qui est compatible avec des petites boutiques, avec des petites échoppes, parce qu'aujourd'hui, Camaïeu ne pourrait plus s'installer à Autun
comme d'autres commerces ne peuvent plus s'installer en centre-ville, au-dessus de 300-400 mètres carrés, il n'y a plus de cellules commerçantes. Et donc, on crée des zones de périphérie, pas parce qu'on aime bien bétonner à l'extérieur, simplement parce que les concepts et le stock ne peut plus rentrer dans des petites boutiques, ce qui a créé cette périphérisation d'une partie du commerce, même si j'en terminerai par là. Il ne faut pas voir le commerce de périphérie comme l'ennemi absolu du commerce de centre-ville. Je pense que le combat, c'est la rétention commerciale. Aujourd'hui, quand quelqu'un part de la ville pour aller dans la métropole, part de la petite ville ou de la ville moyenne pour aller dans la métropole, ben on perd un client en entier qui va dépenser tout son argent dans des grands centres commerciaux de capitale régionale. Si on arrive à le retenir avec une offre de périphérie complémentaire d'une offre de centre-ville, on a un client qui est resté sur place pendant le week-end et qui va justement fréquenter ces lieux de convivialité et qui va dépenser localement son argent plutôt que d'être attiré par des centres plus importants. Ça fait beaucoup d'éléments là, mesdames et messieurs les jurés, il faut bien tout laisser décanter. Dernière question. De l'autre côté total du spectre du commerce, ma camarade procureur et certains technophiles particulièrement enthousiastes voient dans la livraison à domicile. Alors celui-là, je le veux pour ma mairie. Hein. Oui, je vais l'encadrer. Je me doute. Voient dans la livraison à domicile l'avenir du commerce de proximité. Est-ce que c'est envisageable dans une agglomération de la taille d'Autun ? Alors, la livraison de centre-ville a certains intérêts, et peut-être d'ailleurs en faveur du commerce de centre-ville, notamment pour les livraisons de courses. On n'a pas de l'accessibilité en voiture. Souvent, quand on réduit des places de parking, on nous dit « oui, mais comment va faire la grand-mère avec ses packs d'eau ou ses packs de lait ?» Je dis, mais la grand-mère avec ses packs de lait n'a pas à les porter. Elle les commande. Éventuellement, elle n'a pas besoin d'avoir Internet. Elle passe dans le magasin. Sinon, elle les commande sur Internet. Les retraités ont quand même de plus en plus accès à des applications ou des outils de micro-informatique. Et ensuite, elle se fait livrer. Et ça peut permettre à des personnes âgées qui, aujourd'hui, ont du mal, effectivement, à porter leurs courses. C'est vraiment, avant même la perte d'autonomie, c'est le premier facteur qui fait que les personnes âgées vont aller plutôt dans des résidences seniors ou autres, c'est je ne peux plus porter mes courses, je ne peux plus monter l'escalier avec mes courses. Là, il y a peut-être une réponse avec la livraison à domicile qui permettent à des personnes de rester chez elles à domicile et de vieillir et de bien vieillir à domicile. Ensuite, il faut nécessairement rationaliser. Vous avez cité un géant américain qui a un entrepôt installé par le même Arnaud Montebourg à côté de Chalon-sur-Saône, sur le centre logistique de Sevray. Aujourd'hui, il ne travaille pas en direct, il travaille avec différents fournisseurs. Et si par exemple vous achetez 4 lots d'ampoules, ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière, et vous avez 4 livreurs différents de 4 entreprises locales différentes qui viennent 4 fois de suite sonner à votre porte pour vous amener un lot d'ampoules. Là, on est dans un modèle qui n'est pas durable, ni environnementalement, ni finalement pour les petites villes, parce que la congestion, on la connaît très peu, et c'est pour ça que c'est très facile de prendre sa voiture, et c'est pour ça que c'est très facile d'aller en périphérie, et que c'est très difficile de faire marcher les gens. Mais néanmoins, si vous faites venir 4 camionnettes par porte par jour, ça devient vite très difficile. C'est ce qui est en train de se passer. Et donc, ce modèle doit être régulé. Le président des maires de France, David Listard, proposait une taxe à la livraison par colis d'occupation de domaine public. Ça pourrait tout à fait s'envisager parce que finalement, les communes se retrouvent parfois embolisées par ce type de livraison sans avoir aucun retour, puisque souvent d'ailleurs les taxes ne sont même pas payées en France. Et donc je pense qu'il y a un juste retour à avoir pour les petites villes sur cette activité économique qui, dans certains cas, effectivement, concurrence le commerce de centre-ville. Merci, monsieur le maire. Merci, maître. Merci, maître. Merci beaucoup, Vincent Chauvet. J'appelle donc à la barre notre troisième et dernier témoin, Madame Mathilde Dunoux. Bonsoir Madame la Présidente. Bonsoir, merci d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Pouvez-vous décliner votre identité et les raisons de votre présence ici ? Mathilde Dunoux, je suis la directrice des marchés biens de consommation chez Le Bon Coin et je suis là pour donner mon point de vue e-commerçant sur le sujet. Merci. Pouvez-vous jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures ? Je le jure. Super. Merci Madame Dunoux. Madame la procureure, le témoin est à vous. Merci Madame la Présidente. Bonsoir Mathilde Dunoux. Bonsoir.
Quand Le Bon Coin a été créé en 2006, c'est sur la base d'un constat. Le commerce traditionnel ne correspondait plus à tous les besoins des consommateurs. Est-ce que ça a été compliqué de convaincre le grand public de faire ses courses aussi ailleurs qu'en magasin? Est-ce qu'il a fallu faire beaucoup de publicité pour que le site fonctionne? À vrai dire, non, on n'a pas eu d'énormes budgets de communication à l'époque. Ça a beaucoup marché par le bouche à oreille. Alors bien sûr, il y a des actions ponctuelles. On en a fait sur la braderie de Lille, par exemple. Le Nord est historiquement un endroit qui a marché très rapidement sur le Bon Coin. Et je pense que c'est arrivé aussi à un moment du marché, sur le marché où les gens avaient besoin de peut-être mieux consommer. La braderie, c'est quelque chose que les Français adorent. Et finalement, c'était la porte ouverte à une braderie, ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, accessible depuis son salon. Et ça a plu aux Français. Ça a plu aussi parce que c'était un modèle gratuit, qui était facile d'accès et qui aussi était basé sur... Vous vous souvenez, à l'époque, il y avait une grande carte de France quand on arrivait sur le Bon Coin, qui aussi reconnectait les gens sur la bonne affaire au coin de chez soi. Donc non, pas d'énormes campagnes de communication. Ça veut dire que le commerce sur Internet, il peut aussi être local. Tout à fait. Et c'est ce qu'on cherche à développer avec Le Bon Coin. Vous vous êtes lancé sur un nouveau marché il y a déjà quelques temps. Vous continuez à le développer. Vous proposez aux commerçants d'utiliser Le Bon Coin pour vendre leurs produits. Alors, j'imagine que c'est aussi parce que vous avez identifié des limites au commerce de centre-ville ou au commerce de proximité tel qu'il existe aujourd'hui. Alors, c'est pas vraiment des limites, je dirais plutôt que c'est on les accompagne. Des opportunités. Oui, des opportunités. Oui, on accompagne, on veut accompagner les commerces à évoluer au même titre que la société évolue, les modes de consommation évoluent. Et l'idée vraiment, c'est de les accompagner dans ce virage du e-commerce. En 2021, on a eu ces 2 milliards de transactions qu'il y a eu en France. Donc c'est vraiment, et c'était une évolution de plus de 15% par rapport à l'année précédente. Donc c'est vraiment un essor énorme du commerce. Et ce qu'on veut, c'est justement accompagner les commerçants dans ce virage en leur donnant accès à une nouvelle clientèle. Et donc, quoi de mieux que les 29 millions de visiteurs uniques du Bon Coin pour leur donner accès à la visibilité, que ce soit que ça amène du trafic en magasin. Donc on ne perd pas cette notion de contact humain, mais on a de la visibilité sur sa boutique, sur ses produits, ou même donner accès à une nouvelle clientèle sur la France entière en proposant du commerce directement en ligne avec de la livraison. Mais ces commerces-là, Mathilde Dunoux, ça fait 20 ans qu'ils auraient dû se faire un site internet. Pourquoi ils ne l'ont pas fait ? Parce qu'ils ne sont pas forcément à l'aise avec les outils, parce que voilà, ce n'est pas forcément évident et accessible pour tous. Donc c'est pour ça que nous, on veut vraiment avoir une solution facile d'accès, pour qu'en quelques clics, ils puissent mettre une vitrine sur le web. Parce que maintenant, ne pas être sur le web pour un e-commerçant, c'est pour un commerçant local, c'est un peu refuser une clientèle et en fait ne pas avoir accès à un nouveau mode de consommation. Alors j'imagine que vous avez fait bien sûr des études de marché. Ça veut dire qu'en fait il y a plein de commerçants qui sont même pas sur Internet. Il y en a qui ne sont pas sur Internet, il y en a qui sont juste référencés, ce qui est déjà une première étape importante, parce que maintenant, avec aussi l'évolution de l'usage mobile, on sort tous notre téléphone pour vérifier les horaires d'ouverture d'un magasin, vérifier une note sur un commerce de bouche, par exemple. Donc on a ce réflexe au quotidien. Et aujourd'hui, il y a pas mal de commerces qui ont franchi une première étape qui est de se référencer, mais la suite n'est pas forcément faite par tous. Le Bon Coin sauvera le commerce de proximité, c'est possible ? On va essayer de le faire. J'aimerais bien porter à la connaissance du jury aussi une pièce à conviction. Madame la Présidente. Oui, elle est déjà là. Eh bien, c'est formidable. Alors, il s'agit d'un ouvrage qui s'appelle « L'Internet des familles modestes ». Il est signé de la sociologue Dominique Pasquier. Elle a mené une enquête de très longue durée sur les usages d'Internet et il en ressort des conclusions étonnantes sur la fréquentation des sites de vente en ligne, dont Le Bon Coin d'ailleurs. Voici des citations d'utilisateurs. La fréquentation de ces sites n'est pas motivée par la recherche d'une bonne affaire. On va sur Le Bon Coin comme on se promène dans un centre commercial. Je suis curieuse de regarder un peu ce qui s'y passe. C'est un peu comme si je faisais du lèche-vitrine. Mathilde Dunoux, est-ce que vous ne pensez pas que le commerce en ligne peut, on le voit ici, aussi répondre à plein d'autres besoins que le simple besoin d'achat, qu'on peut aussi vivre une expérience sur un site ?
Tout à fait. Et en effet, nous, on le voit, on a deux types d'utilisateurs. On a un utilisateur qui sait ce qu'il cherche. Il tape dans le moteur de recherche le nom de son produit et il va directement à son objectif. Et puis, on a effectivement des gens qui viennent faire du lèche-vitrine. On a 60 millions d'annonces aujourd'hui. Donc, c'est facile d'aller un peu voir autour de chez soi ce qu'il y a, ce qui se vend. Donc, c'est vraiment un comportement qu'on constate. Et une expérience, oui, parce que nous, ce qu'on essaye de connecter, c'est effectivement la puissance du web avec le contact humain et du coup créer des nouvelles occasions de se rencontrer. Et on le voit, par exemple, si un collectionneur cherche à augmenter sa collection, il va avoir un contact avec quelqu'un qui va sûrement avoir des affinités. Et ça va peut-être aller au-delà de juste une discussion sur un achat d'articles. Ça peut aller sur une passion, ça peut déboucher. On a eu des mariages, Le Bon Coin. Ah, vous avez vraiment des... Ouais. Des gens qui se sont rencontrés en s'échangeant des articles. Donc en ce sens, pour moi, on crée des nouvelles opportunités d'expérience. On peut parler de proximité, je pense, Tout dans à le cas d'un mariage. Alors, j'accorde à mon adversaire, même s'il n'en a pas vraiment parlé, qu'il y a un point sur lequel le commerce en ligne ne peut pas rivaliser vraiment avec le commerce de centre-ville, c'est l'achat d'un produit dont on a besoin là, maintenant, tout de suite. Mais est-ce que le commerce de centre-ville va rester le seul pourvoyeur de biens dans l'urgence à l'avenir ? Je pense que le commerce de proximité reste assez fort là-dessus, puisqu'on descend et puis on va au commerce à côté. Alors, s'il est ouvert, bien sûr, on peut tout de suite acheter son article, et si l'article est en stock également. La notion d'immédiateté, elle s'est beaucoup développée dans le besoin utilisateur, et du coup, les plateformes ont développé des nouvelles solutions pour... alors, quand on est dans des grandes agglomérations, on peut payer un peu cher un coursier qui vient livrer son article dans les 2 heures. Quand ce n'est pas le cas, c'est plus facile d'aller au commerce à côté. Mais il y a une solution alternative qui s'est beaucoup développée, qui est ce qu'on appelle le click and collect, le retrait du coup magasin, qui permet d'allier je suis chez moi, je fais mon shopping, je choisis l'article que je veux, et je sais que quand je vais en magasin, il est en stock, je l'ai déjà payé, je l'ai réservé. Et du coup, ça allie la puissance des deux. Donc, je pense qu'on peut, via cette solution, allier efficacité et immédiateté. Écoutez, je pense que j'ai pris beaucoup moins de temps à notre témoin que monsieur l'avocat à notre précédent témoin, mais je pense que vous m'en saurez gré, Madame la Présidente, et j'en ai donc fini avec Mathilde Lunou. Merci beaucoup. Merci Madame la procureure. Effectivement, maître, le témoin est à vous, mais vous avez 5 minutes. C'est vraiment gratos. Ben non, c'était très long. Mais c'est pas moi qui parle. Mais c'est vous qui posez les questions. Fantastique. Madame Hunou, bonjour. Bonjour. Juste petit point, du coup, dans Click and Collect, il y a Collect, donc il y a des boutiques en centre-ville, on est d'accord ? Voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Pas forcément des boutiques, pardon, mais ça peut être des entrepôts. Bon, on déduira ça de mon temps de parole. Dans de nombreux secteurs, le commerce en ville se heurte à la nécessité de faire l'expérience sensorielle du produit qu'on va acheter. Dans le prêt-à-porter, c'est tout simplement essayer le vêtement, par exemple. Comment est-ce que vous, du côté du Bon Coin, vous envisagez ce besoin d'expérience ? Est-ce que c'est la limite naturelle du secteur ou est-ce que c'est un obstacle à contourner ? Je vais faire le lien avec la dernière question et le sujet du click and collect, ça s'enchaîne parfaitement. Je pense que ça, c'est une solution qui permet de résoudre ce problème, de se dire, en fait, je réserve en ligne, mais je viens en magasin pour bénéficier de l'expertise du conseil du commerçant, pour essayer ma robe, m'assurer que c'est la bonne taille. Et donc, j'allie les deux. Je suis efficace dans mon achat et je sais que quand je viens en magasin, je vais faire ça rapidement, mais je vais aussi bénéficier de tous les atouts de l'expérience sensorielle. On va continuer à enchaîner parfaitement les questions. Dans cet objectif, le Bon Coin, vous êtes un concurrent des commerçants ou vous êtes un allié, un complément ? On se veut être un allié, vraiment, et leur faire bénéficier justement de toute la puissance. On parlait des 29 millions de visiteurs uniques. D'un point de vue commerce, c'est difficile. Il y a plein de relais de manière individuelle. Ils peuvent bénéficier des réseaux sociaux, etc. Mais aller chercher une audience telle que celle-ci, c'est compliqué. Donc nous, ce qu'on veut, c'est leur faire bénéficier de ça pour, on l'a dit, amener du trafic en magasin, leur développer leur clientèle,
Et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, de voir vraiment le e-commerce comme un allié plutôt qu'un ennemi. C'est ça notre objectif, de recréer du lien aussi dans ces commerçants locaux. Ok. Là, on va prendre un petit peu de recul. Vous avez vu, je suis très rapide là. Au vu du tournant vers plus de sobriété que notre société semble enfin être en train de prendre, est-ce que ce qui est obsolète, ce ne serait pas finalement ces gigantesques chaînes d'approvisionnement, à la fois internationales et individuelles, jusqu'à la porte de la personne, dont on a cru là qu'elle pourrait en fait être un système durable? Est-ce que ce n'est pas ça qui est obsolète, ces systèmes qui sont trop gourmands en ressources, trop gourmands en énergie? Je pense qu'en effet, on est en train de revenir là-dessus. Les gens ont envie quand même de mieux consommer, de retrouver du lien local, et ça, les années Covid nous l'ont montré aussi. On veut consommer à côté de chez soi. On a retrouvé des petits commerces qu'on avait un peu perdus. Donc, en ce sens, je suis confiante. En même temps, on reste dans une société qui est très portée par la guerre des prix, par l'immédiateté dont on a parlé, où on veut avoir quelque chose de pas cher tout de suite. Et on n'en est pas complètement sorti. Et ça, ces grandes chaînes d'approvisionnement y répondent. Donc je suis quand même confiante parce qu'on a quand même beaucoup d'initiatives, dont celle que je porte aujourd'hui du Bon Coin, où on essaye de relier les deux, d'évoluer avec notre mode de consommation. On est plus sur le web et ça va continuer, mais que ça serve à recréer du lien et notamment que ça serve à ces commerces pour qu'ils continuent à vivre et continuent à évoluer aussi avec leur temps. Le lien donc. Le lien. Fantastique. Merci Madame Hunou. Merci beaucoup, Madame Hunou. Vous pouvez vous asseoir. Cher jury, nous avons entendu tous nos témoins. Il est venu le temps, peut-être pas des rires et des chants, mais il est venu le temps des conclusions. Madame la procureure, vous avez 5 minutes pour votre réquisitoire. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les jurés, chers confrères, appelez-le commerce de centre-ville, petit commerce ou encore commerce de proximité, est-ce que ça changera vraiment le constat qu'on fait tous ce soir? Les petits commerces, c'est comme les livres de Jean d'Ormesson. Tout le monde trouve ça formidable, mais plus personne ne s'y aventure, à part quelques personnes âgées ou fortunées. Avons-nous besoin d'interaction sociale? Oui. Avons-nous besoin de réduire les déplacements liés à nos courses par souci écologique? Oui. Mais croire qu'on va y parvenir grâce au commerce de centre-ville tel qu'on le connaît aujourd'hui, alors que tous les signaux sont au rouge, que ce type d'activité ne se maintient que grâce à des perfusions des pouvoirs publics, c'est une aberration qui va nous faire perdre beaucoup de temps dans la construction du monde d'après. Mesdames et messieurs, nous n'avons plus les moyens d'être nostalgiques de l'épicerie du village de nos grands-parents. Si on continue à croire que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, on se dirige tout droit vers l'intoxication alimentaire. Et de l'intox, voilà ce que vous faites, chers confrères, quand vous nous parlez de la fonction sociale du magasin. Attention, je ne dis pas que j'apprécie pas que les commerçants soient sympas avec moi, qu'ils me reconnaissent, qu'ils demandent des nouvelles de mon chat. Je dis juste que cette interaction-là, je n'ai pas besoin d'aller la chercher dans un commerce de centre-ville. Si vous cherchez vraiment à créer du lien, où vous rendez-vous, chers confrères, chers jurys? Chez un fleuriste? Non, sauf si vous voulez rencontrer des fétichistes de la tulipe. Pour ma part, si je cherche à croiser du monde, je vais au parc, je vais au café, je m'inscris à des cours de poterie, je vais à un événement organisé par Le Bon Coin sur le commerce de proximité, parce que de la proximité, on peut en trouver facilement. Bonsoir, ça va? Vous passez une bonne soirée? Charlotte, enchantée, bonsoir. Voilà, la proximité, on peut tous la trouver, et on n'a pas besoin d'aller dans un magasin de centre-ville. Je vais quand même continuer ma plaidoirie. Vincent Chauvet nous le disait, les centres commerciaux sont devenus des lieux de rencontre pour les personnes âgées, mais pas que. Les centres commerciaux, hein, pas les petits commerces. Et pourquoi, diable, les gens traînent-ils dans les centres commerciaux? Parce qu'il y a des bancs, parce que c'est chauffé. Et en termes de crise énergétique, c'est pas rien. Et puis c'est parce que là, tout le monde va, en fait. Alors je vous le demande, est-ce qu'il ne serait pas temps
que nos élus, plutôt que de financer la énième boutique de shampoing solide, de bicarbonate de soude et de coton-tige en bois, d'investir dans de nouveaux lieux de convivialité, chauffés, gratuits, transgénérationnels, où échanger des services entre voisins, faire une belote, se faire aider par des plus jeunes pour faire ses courses en ligne quand on est vieux, récupérer ses commandes en click and collect. Oui, mesdames et messieurs les jurés, construire un futur souhaitable pour les générations à venir, ça n'est pas poser des rustines un petit peu partout en espérant que ça tienne. C'est imaginer des nouvelles façons de vivre sur une planète qui nous fait bien comprendre qu'elle a besoin qu'on innove pour la sauver. Et j'aimerais qu'on parle d'environnement, justement, car on le sait tous, c'est ça le vrai défi des générations futures. Le Bon Coin, il y a 17 ans, nous faisait découvrir qu'on trouve tout sur Internet, et en plus, pas loin de chez soi. Ce qui nous manquait, c'était juste le moyen technique d'y parvenir et d'y accéder. Depuis, le e-commerce s'est développé, il a montré qu'il était compétitif et qu'il correspondait davantage aux besoins des consommateurs en matière de choix, de facilité de livraison et de stock. En 2022, 80% des Français sont convertis au e-commerce, tandis qu'une majorité de petits commerces, pour plein de bonnes raisons liées à leur quotidien, à la charge de travail, n'ont pas pris le virage du numérique. Mesdames et messieurs les jurés, pensez-vous que les gens vont arrêter d'acheter sur Internet ? Ou bien qu'ils vont revenir faire leurs courses dans les centres-villes qui, par ailleurs, sont devenus complètement inaccessibles ? Aujourd'hui, l'étape qu'il faut franchir, c'est que cette frénésie de l'achat sur Internet, qu'il soit du neuf ou de l'occasion, en provenance d'ici ou d'ailleurs, ne se transforme pas en désastre écologique. Et on l'a déjà dit ce soir. Et ce n'est pas en recréant de toutes pièces des petits commerces de notre enfance qu'on va y arriver. C'est avec une meilleure logistique. Pour qu'un colis qui part de Francfort ne soit pas obligé de passer par Rome pour arriver à Paris, pour que 4 livreurs différents avec 4 camions au diesel différents ne parviennent pas à 4 moments de la journée à livrer dans le même immeuble 4 commandes différentes de packs d'eau, pour finalement aller les déposer au point de collecte avec tous les autres, pour que les derniers kilomètres que parcourent tous nos colis soient réalisés à vélo. Une ville comme Strasbourg, par exemple, est en train d'expérimenter ça pour réduire ses émissions carbone, et ça fonctionne. À l'échelle d'une ville, ça fonctionne. C'est aussi possible à grande échelle si on arrête simplement de s'accrocher au passé. On l'a vu ce soir, les commerces de centre-ville sont vétustes, inadaptés à nos besoins, et ils ne rapportent plus grand-chose. Transformons-les pour créer quelque chose de nouveau, mais qui sera aussi beau que vos souvenirs d'enfance. De vrais espaces de convivialité, de partage, de réparation, de réception de vos commandes, et pas simplement 3 tabourets dans une vitrine et une odeur de croissant pour vous donner une impression de proximité. Mesdames et messieurs les jurés, voyons plus loin. Construisons un avenir où l'humain et l'environnement sont les vrais moteurs de l'économie. Chers amis, pour voter oui ce soir, il vous faudra de l'audace. En aurez-vous ? En tout cas, merci de m'avoir écouté. Merci Madame la procureure. Le dernier mot étant à la défense, nous allons entendre l'avocat. Maître Pinault, vous avez 5 minutes également. Madame la Présidente, chers témoins, admirables jurés, dont la malicieuse sagacité n'égale, j'en suis sûr, que la bienveillante mansuétude. Le commerce de centre-ville est-il obsolète ? J'ai envie de vous dire que, ouais, bof, non, plutôt pas. Bof, parce que l'obsolescence est une notion relative. On est rendu obsolète par quelque chose quand cette chose remplit désormais la même fonction de façon plus pertinente. Exemple, Facebook, qui dans sa fonction de nous faire perdre notre temps et notre confiance en l'humain, a été rendu obsolète par Instagram, puis TikTok. Autre exemple, Elon Musk, qui dans sa fonction de croque-mitaine, botoxé à la kétamine, a rendu obsolète tous les méchants de tous les James Bond ever. Dernier exemple, et après je vous promets que j'arrive au sujet, Madame la Présidente, la famille Jenner-Kardashian, qui, dans une fonction à ce jour encore inconnue, se rend obsolète en cercle fermé depuis une quinzaine d'années, dans ce qui commence à ressembler à une tentative d'inventer le mouvement perpétuel.
Bref, rendu obsolète, le commerce de centre-ville, moi je veux bien, mais par quoi? On a parlé tout à l'heure de zone commerciale de périphérie, là encore, bof. Dans la mesure où l'enjeu de la décennie, c'est de prendre moins la voiture, sauf si Valéry Giscard d'Estaing est redevenu président pendant la nuit, j'avoue que j'y crois pas des masses. On a également parlé de commerce en ligne, ce qui se défend déjà mieux. Effectivement, pour acheter tout ce qui est rideau de douche, billets de train, combinaison de ski d'occasion pour les enfants dont on se fout si elles vont leur aller ou non, c'est très bien. Mais pour tout ce qu'on a besoin d'essayer, d'éprouver avant l'achat, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. Et pour ce qui est des besoins du quotidien, là, c'est carrément plus compliqué. Effectivement, parce que soit il faudrait livrer individuellement tout le monde, ce qui est, on l'a dit, une catastrophe environnementalo-financiaro-circulatoire, soit il faudrait organiser des points de collecte finalement assez centraux pour que les gens viennent chercher eux-mêmes leurs commandes, auquel cas, chapeau les potes, puisqu'on aura juste réinventé le commerce de proximité en moins bien. Un commerce sans attachement du vendeur à son produit, sans flânerie, sans hasard, sans découverte, sans échange. À ça, les grisâtres partisans de l'efficacité managériale nous disent « Et alors ? Et alors, c'est moins cher, ça va plus vite, c'est quoi le problème ?» Vous savez, vous, mesdames et messieurs, les jurés, quel est le problème? Parce que vous savez la satisfaction, la gratification qu'on peut retirer de la vente ou de l'achat d'un objet. Fut-il aussi trivial cet objet qu'un chargeur de téléphone d'occasion, une bouilloire en plastique ou une chaise pliante de jardin qui se déplie plus très bien parce qu'il manque le bout de plastique là, mais en fait si vous tenez les deux morceaux, en fait elle se ferme quand même. Pas besoin non plus de vous faire un cours d'économie comportementale pour vous expliquer que sur un marché, le samedi matin, il s'échange plus que des légumes et de l'argent. Que même si un maraîcher, ça gagne rarement plus qu'un SMIC, au final, il prend du plaisir à s'occuper de ses clients. Que les clients, même s'ils sont obligés cette semaine de compter les centimes, ils préfèrent être là plutôt qu'au guichet du Leclerc Drive. Le centre-ville à l'européenne, puisque c'est celui qu'on connaît, en tant que lieu de commerce, c'est un catalyseur naturel de lien social, qui a émergé, et c'est important quand on aime que les choses émergent naturellement, organiquement au fur et à mesure de centaines d'années d'histoire humaine, sans interventionnisme. À ce titre, quand on voit à quel casse-tête de design sont rendus les urbanistes pour générer un tant soit peu de mélange et de rencontres dans la ville moderne, vous parliez de bars à belote municipaux, Madame la procureure, c'est un assez bon exemple. Quand on voit que des centaines de milliers de nos concitoyens étaient prêts à passer l'hiver 2018 dehors, ne serait-ce que pour exister un peu à nouveau au regard des autres, permettez-moi de douter que le commerce de centre-ville soit obsolète. Ce qui est obsolète, c'est pas faute de l'entendre, par contre, c'est l'échelle. C'est cet étalement urbain, artificiellement permis depuis des décennies par la voiture, qui fait que nos villes sont trop grandes et que leurs centres sont inaccessibles aux habitants des périphéries. Dès lors, dans un monde post-carbone, quelles sont nos options? Et j'en termine. On peut soit rester chez nous et engager des millions de livreurs à scooter électriques pour nous livrer nos courses à notre place. C'est l'option de la procureure, dont je ne serais pas surpris que sa déclaration d'intérêt indique des vacances aux Bahamas payées par le service commercial d'Amazon. Pas d'attaque, mec. Pas d'attaque, plus d'attaque. On peut démanteler toutes les villes de plus de 20 000 habitants et répartir tout le monde par la force dans des néo-villes moyennes ventilées sur le territoire. C'est l'option République populaire de Chine, années 60. C'est pas pour tout le monde, il faut aimer les bérets, mais depuis qu'Emily in Paris les a remis à la mode, pourquoi pas? Ou on peut, pour une fois, s'abstenir par pitié de réinventer la roue. Et progressivement, si on fait ça, d'ouverture de commerce en ouverture de commerce, on observera dans les agglomérations l'émergence de nouveaux petits centres multiples à l'échelle de la vie telle qu'elle s'était finalement vécue jusqu'ici, sans pétrole. Et vous pouvez appeler ça la ville du quart d'heure si ça vous chante. Toujours est-il que le commerce de centre-ville n'est pas obsolète, il n'a jamais cessé d'être la solution. Je vous remercie. Merci, maître. Chers jurés,
L'heure du verdict est arrivée. Une fois n'est pas coutume, je vais donc vous demander de sortir vos téléphones portables. À l'écran s'affiche donc un QR code. Merci d'ouvrir vos appareils photo et de le scanner. Vous allez donc tomber sur l'endroit du vote. Vous pouvez donc voter. Sur la base des arguments que vous avez entendus ce soir et dans l'intérêt des générations futures, je vous demande donc de voter. Pensez-vous, oui ou non, que le commerce de centre-ville est obsolète ? N'hésitez pas à zoomer sur le QR code si jamais ça ne marche pas. N'hésitez pas à voter non. Mettre, arrêter d'inciter. Bien, je pense que tout le monde a eu le temps de voter. Monsieur l'huissier, pouvez-vous m'apporter le résultat du vote, s'il vous plaît ? Il arrive. Et avant de découvrir le verdict, une petite précision s'impose. Le procès auquel vous venez d'assister est une conférence spectacle. La conférence, ce sont les témoins que vous avez entendus et qui nous ont partagé leur point de vue et que nous vous remerciez chaleureusement. Merci de les applaudir. Merci. Et le spectacle, c'est nous, la cour. Ce qui veut dire que, et c'est important, que les points de vue défendus par nos magistrats ne reflètent pas nécessairement leur véritable avis, n'est-ce pas ? Bon. Mystère. Revenons au verdict. À la question « Le commerce de centre-ville est-il obsolète ?» vous répondez non à 90%. Madame la procureure, vous êtes bien défendue. Mesdames, messieurs, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Merci à la Cour, merci à nos invités, merci aux jurés, merci à vous et merci beaucoup à tous. Et donc je crois que le cocktail est en préparation. C'est bon. Apart, no, I will never leave. And even when it's dark, I'll give you all you need. Living in a movie, we can make it go. Oh, I can read your lips, and every time I fall, I wanna hold you closer and look into your eyes. Remind me of the kiss we shared that summer night. Stars, they're falling in the deep. I'll keep you in my arms until we fall asleep. Can never get enough, it's a mystery to me. And we'll be sunset lovers, with you I wanna be. Living in a movie, we can make it go. Oh, I can read your lips, and every time I fall, I wanna hold you closer and look into your eyes. Remind me of the kiss we shared that summer night.